Bonne vibration quand les disques mythiques nous éclairent sur les défis de l'innovation. Albéric Tellier, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Albéric Tellier, professeur des universités à l'université de Caen, spécialiste de management de l'innovation. Vous avez coordonné des ouvrages sur les grands auteurs en management de l'innovation. Enfin, voilà, spécialiste. Je vous reçois tard pour cet ouvrage que vous m'avez adressé très tôt, mais peut-être qu'il fallait le temps que ça mûrisse. Vous avez obtenu le prix Coup de cœur FNEJ Consulting France. Voilà, pour cet ouvrage. Alors, on va revenir sur pourquoi si. Vous avez donné des interviews, vous avez fait une série dans les Échos, vous avez donné des interviews sur Xerfi Canal, sur l'ouvrage, auteur de l'ouvrage. On va venir un peu sur le fond. Je vous ai proposé d'intituler cette émission « Les mots et les sons », en l'honneur de Michel Foucault. Voilà, les mots et les choses, nous on va faire les mots et les sons. Qu'est-ce que les sons, finalement, apportent à la recherche en management ? Première question, l'idée du livre. Alors le projet de départ, en fait, il part d'un double constat qui est, je ne suis pas le seul à le faire, qui est que finalement, les écoles de commerce, les IAE, les universités investissent énormément dans la recherche et malgré tous ces efforts, la recherche en gestion reste relativement peu connue du grand public, des managers, est assez absente du débat public, même si depuis quelques années, il y a évidemment des multiples initiatives. Et donc, c'est dommage, notamment en matière d'innovation. Depuis plus d'une trentaine d'années, il y a des choses qui ont été écrites. C'est toujours un mystère, le processus de l'innovation et son management. Et pourtant, voilà, il y a des travaux qui sont très intéressants. Comment faire en sorte qu'on parle davantage de ces travaux et que les conclusions de ces travaux dépassent les frontières qui sont les frontières du monde académique. L'autre constat, c'était qu'après avoir beaucoup étudié, moi le premier d'ailleurs, des secteurs très sérieux où le ratio chiffre d'affaires sur R&D est très, très important, où on investit, où on dépose beaucoup de brevets, après avoir étudié ces secteurs-là, beaucoup de chercheurs se sont intéressés aux industries créatives. Le jeu vidéo, les dessins animés, la haute cuisine et la musique. Et on se rend compte que finalement, dans ces secteurs-là, les questions de l'innovation se posent de manière exacerbée. Il faut vraiment innover ou disparaître. Et je me suis dit, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas des leçons à tirer de ces industries-là ? Donc ça, c'était le constat. Alors une fois qu'on a fait le constat, je me suis dit, finalement, est-ce que je ne suis pas aussi moi-même responsable un petit peu de ce manque de diffusion des travaux, des connaissances sur le sujet ? Et je me suis dit, il y a peut-être de la place pour un ouvrage qui essaierait de présenter de manière rigoureuse mais accessible les principales thématiques du management de l'innovation. Alors, c'est un exercice qui n'était pas facile parce que c'est vrai que j'ai une passion depuis très longtemps qui est la musique. Et puis, pendant longtemps, c'était un peu un jardin secret. Et en fait, je ne faisais pas le lien entre mes activités de chercheur et mes passions. Et puis, j'ai vu que certains collègues le faisaient. Vous l'avez fait avec Hip Hop Management. J'ai vu que d'autres collègues, comme Jérôme Barthélémy, écrivaient des ouvrages très accessibles et qui vraiment mettaient en avant de manière très accessible les principales conclusions des travaux en stratégie pour ce qui était de Jérôme. Et je me suis dit, finalement, il est peut-être temps de franchir le pas et d'aller chercher dans cette passion personnelle, finalement, des contextes pour parler de management de l'innovation. Comment est conçu l'ouvrage ? Comment vous l'avez pensé ? Bon, il y a tout le monde, non, il n'y a pas tout le monde, on ne peut pas y avoir tout le monde, mais on a des James Brown, voilà. Comment vous avez pensé cet ouvrage ? Alors, le point de départ, c'était vraiment de prendre 20 thématiques clés en management de l'innovation. C'est-à-dire à la fois des questions que se posent les managers, et puis des questions qui ont été abordées dans les travaux. Donc j'ai listé 20 thématiques clés, et ensuite j'ai essayé de connecter avec l'histoire, la jeunesse, le développement d'albums des années 50 aux années 2000. Et en fait, j'ai structuré tout ça par rapport à des niveaux d'analyse, puisque quand on parle de management de l'innovation, il faut d'abord s'intéresser aux acteurs. Ce sont les acteurs qui ont des idées, qui portent finalement ces idées qui vont parfois contre ce que l'on fait habituellement dans l'organisation. Si l'idée est bonne, il faut qu'on lui donne des ressources, donc on tombe sur un deuxième niveau qui est celui des projets. Et les projets contestent un petit peu les manières de faire, les compétences de l'organisation. On a même parfois une concurrence farouche entre les projets, car les porteurs de projets sont à la recherche de ressources. Ça, c'est le deuxième niveau. Ces projets sont hébergés dans des organisations. Il y a souvent beaucoup de tensions entre les logiques de l'innovation et les logiques de l'organisation. Quatrième niveau, ces innovations donc portées par des organisations, elles heurtent aussi les stratégies
qui sont élaborés par les dirigeants. Donc les tensions entre l'innovation et la stratégie sont très intéressantes à étudier. Et c'est tout cela qui aboutit parfois, ou parfois non, à des innovations. Et la dernière partie de l'ouvrage permet de revenir sur quelques cas typiques d'innovation. Le grand sujet, finalement, c'est comment la déviance devient la norme. Alors ça, effectivement, c'est la grande question que pose le management de l'innovation, comment une pratique qui est au départ déviante va finir par s'imposer, par devenir normale. Peut-être un ou deux exemples pour... On peut prendre quelques exemples. On peut prendre des exemples dans le hip-hop, par exemple, puisque deux chapitres sont consacrés à des disques de hip-hop. C'est très déviant, le hip-hop, notamment à la fin des années 70, où on commence à voir une utilisation très intensive du sample sur les œuvres enregistrées. Donc au départ, il y a une tolérance de fait par les maisons de disques tant que le marché du hip-hop reste finalement assez limité. Quand les premiers succès arrivent, et bien entendu, les maisons de disques commencent à s'interroger et posent des questions de respect des droits de la propriété intellectuelle. Donc on commence à voir des procès. Et on retrouve bien finalement tout le processus en fait, de diffusion d'innovation. D'abord, souvent un conflit avec l'ordre établi, car ces acteurs déviants finalement contestent les manières de faire. Ensuite, les acteurs en place tentent finalement de récupérer, de se réapproprier finalement ces idées en les rendant compatibles avec les manières de faire. Et puis, un troisième temps qui est celui de l'institutionnalisation. Finalement, les pratiques sont acceptées, sont diffusées, elles perdent leur caractère un petit peu déviant, au prix évidemment quelquefois de quelques modifications. Donc les débuts du hip-hop et de l'utilisation du sample sont très intéressants. Je reviens sur un des albums des années 80 du groupe de la Soul. Le hip-hop, il est aussi très intéressant depuis quelques années pour comprendre les évolutions en fait, de l'industrie musicale, car on sait bien qu'avec la dématérialisation, avec l'arrivée du numérique, du streaming, l'industrie est complètement bouleversée. Et comme souvent, ce ne sont pas les acteurs en place qui ont été très visionnaires et qui ont perçu très tôt, ce sont des artistes. Et un des artistes que j'aborde dans l'ouvrage, qui est Kanye West, qui a très vite compris finalement l'intérêt qu'il pouvait avoir à aller très loin dans l'utilisation de la dématérialisation pour court-circuiter les acteurs en place et puis pour tenir compte aussi des nouveaux business models. Un artiste n'est plus rémunéré au nombre de disques qu'il vend, car les supports sont de moins en moins vendus. Un artiste est de plus en plus souvent rémunéré au clic sur les plateformes de streaming. Et Kanye West a eu cette idée géniale d'élaborer un album qui n'allait pas être qui ne sortirait pas en support physique, The Life of Pablo, et une espèce de disque en perpétuelle évolution. Et quoi de mieux qu'un disque qui n'est jamais fini pour inciter les amateurs de musique à revenir, pour recliquer à nouveau et pour redécouvrir la nouvelle version et pour évidemment rémunérer l'artiste. Donc là aussi, on a des évolutions très récentes qui sont très pertinentes à étudier. Extraordinairement riche. J'évoquais Michel Foucault, les mots et les choses. Michel Foucault disait « Si je savais ce que j'allais écrire, j'aurais jamais le courage d'entreprendre l'ouvrage que je commence à écrire. » Les mots et les sons. Voilà. Après l'avoir écrit, qu'est-ce que vous avez appris finalement, vous, en écrivant cet ouvrage? Qu'est-ce que ça vous a... Enfin, voilà. Il y a eu ce projet de départ en disant je vais réconcilier un peu, essayer de participer davantage, trouver de nouvelles manières de parler. Mais finalement, le fait de l'écrire, le fait de vous confronter votre passion, vos deux passions, recherche et les sons, qu'est-ce que... Voilà. Qu'est-ce que vous avez d'abord, je me suis rendu compte que c'est très difficile à écrire. D'abord, il est très difficile d'écrire sur la musique. Et quand on a cette ambition d'écrire des choses rigoureuses mais accessibles, il y a un gros effort à faire de rédaction. C'est peut-être plus facile d'écrire pour des chercheurs. Quand on reste finalement dans son monde, dès qu'on va finalement se confronter à un autre monde, la difficulté est sans doute plus importante. L'autre chose, et ça je crois que ça doit nous rassurer en tant que chercheurs, je me suis rendu compte que finalement quand on prend le temps de traduire finalement des travaux académiques, on le sait, qui ne sont pas toujours très faciles d'accès, eh bien on se rend compte à quel point ça intéresse du monde. J'étais très surpris de l'accueil de l'ouvrage. J'ai eu l'occasion de faire quelques interviews, quelques conférences, et souvent des gens qui venaient d'industries très variées m'ont dit à quel point ils avaient apprécié en fait l'ouvrage, à la fois parce qu'ils y retrouvaient des questions auxquels ils étaient confrontés, et ils y trouvaient également des manières nouvelles de repenser finalement leurs activités, ce qui montre aussi qu'on peut très bien aller chercher dans un secteur a priori très différent des leçons, des bonnes pratiques qui ensuite doivent être bien sûr recontextualisées, mais peuvent fournir aussi des clés pour les managers. Ça aussi, ça a été une grande leçon. Quand la recherche en management arrive à infuser la culture populaire, aussi. Un petit mot quand même, parce que c'est pas tout d'avoir l'idée de l'ouvrage, il faut un éditeur derrière pour le soutenir. Édition EMS,
Voilà, donc un éditeur qui prend des risques, c'est pas si fréquent. D'abord un éditeur qui effectivement prend des risques, qui aujourd'hui, et finalement on peut le dire, est reconnu dans notre domaine, qui n'hésite pas à donner sa chance à des projets un peu atypiques. Il a bien entendu fallu convaincre Gaël Tranchant des éditions MS, mais c'est vrai que ça a été un soutien très important pour moi. Et je crois que voilà, c'est vraiment la voie à suivre. Et ça nous montre que l'ouvrage, à une époque où on pense beaucoup aux articles publiés dans des revues, l'ouvrage a encore toute sa place, notamment si on veut finalement traduire, communiquer nos résultats à des sphères plus larges. À l'heure où les chercheurs souffrent beaucoup pour publier des articles étoilés, pourquoi pas se faire plaisir en suivant son cœur et sa passion. Donc à vos plumes, on attend le numéro 2. Voilà, il va y avoir une suite. Il y a sûrement de la place pour un volume 2. Alors c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Là, je suis sur les lectures préparatoires, mais il est possible qu'un volume 2, effectivement, voit le jour. On l'attend avec impatience et là, je veux la première interview. Merci Albéric Tellier. Merci Jean-Philippe.